Bienvenue dans le journal de Vue d'ailleurs, vuedailleurs.com, c'est un site qui couvre toutes les rubriques d'un journal. Actualité, santé, internationale, politique, économie, sociale, espace, il y en a pour tous les goûts avec même une colonne opinion. Alors dans cette séquence, nous allons mettre un coup de projecteur sur 3 articles, parmi d'autres, qui portent sur des sujets variés, mais soulignent de manière distincte les tendances à l'œuvre sur la scène internationale. Après avoir abordé le sujet de la campagne présidentielle américaine et de à quoi il faut s'attendre si Joe Biden devait gagner, nous nous intéresserons à l'évolution du quartier de la Défense, grand quartier d'affaires où les bureaux sont vides en ce moment. Après, nous évoquerons le sommet européen qui marque un pas vers le fédéralisme. Enfin, un sujet week-end ou plutôt vacances sur les nouvelles modalités de voyage. Mais tout de suite, la rubrique internationale avec Jean-Claude Beaujour, avocat international et vice-président de France-Amérique. Jean-Claude Beaujour, merci d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'en novembre, il y a ce combat qui a déjà commencé entre le président sortant Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden. À quoi faut-il s'attendre en termes de politique avec Joe Biden? Alors précisément, on ne sait pas encore très bien parce qu'aujourd'hui, Joe Biden est donné 10 points face au président Trump. Maintenant, il marque ces 10 points surtout parce que le président sortant a multiplié les bévues. Et parce que lui, il ne dit pas grand-chose. Parce que Biden dit beaucoup moins de choses. En ce moment, même, nous sommes allés regarder ses propositions de campagne. Et c'est vrai qu'il axe sa campagne autour de 2 ou 3 idées. La politique de santé est beaucoup revenue au cours des primaires démocrates. Là, il y a encore des débats. Comment ça va être financé? La politique intérieure, évidemment, parce qu'il sent bien que cette Amérique qui se disloque, il a besoin de la réunifier. C'est un peu une continuité du discours de Philadelphie du sénateur Barack Obama en 2008. Et puis, pour ce qui concerne les Européens, la politique étrangère, on sent bien qu'il veut revenir dans l'accord de Paris. Il veut que les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris, une vraie politique verte, industrielle, autour du changement climatique, et puis le multilatéralisme en ce qui concerne l'étranger. Alors, vous parlez de l'international, vous avez bien raison. Joe Biden souhaite que les États-Unis et leurs alliés constituent un front uni à l'égard de la Chine. Ça a des chances, cette approche? Écoutez, ça a des chances uniquement si, de son côté, l'Europe arrive à parler d'une seule voix face à la Chine. Parce que c'est de bonne guerre, diviser pour mieux régner. Vous savez que chaque fois qu'il y a une tentative de politique cohérente de l'Union européenne vers notamment les grands États-Unis et Chine, eh bien, chacun y va de sa musique. Alors, si les Européens arrivent à avoir une position commune, là, il pourrait y avoir ce front commun, mais sinon, je vois difficilement comment cela pourrait être possible. Et puis, n'oublions pas, il y a aussi l'Afrique, qui est un enjeu pour la Chine, qui est un enjeu pour les États-Unis, qui est aussi un enjeu pour l'Europe. Comment chacun se positionnera, ça fera aussi partie de cette notion de front commun. Tout cela doit être pris en compte. Il reste encore beaucoup de temps quand même, il peut se passer beaucoup de choses d'ici novembre. D'ici novembre, il peut se passer beaucoup de choses, mais attention, l'électorat de Donald Trump est un électorat extrêmement compact. Il faut savoir que la campagne se joue dans 8 États vraiment clés, ce sont les fameux swing states, et puis tout dépendra du choix de la colistière de Joe Biden. En fait, le grand départ sera donné à partir du 17 août, c'est en principe la date qui a été retenue pour la convention démocrate. Si la colistière de Joe Biden arrive à mobiliser, arrive à susciter un intérêt, il peut y avoir basculement en faveur de Joe Biden. Et puis effectivement, on a entendu que Donald Trump a dû annuler la prochaine convention qui était prévue pour cause de pandémie dans quelques jours. Faire une campagne en pleine pandémie, c'est quand même challenging. Il avait été imprudent sur son passage à Tulsa. Il avait été imprudent. Il avait bien vu que environ un tiers de la salle était remplie. Je crois que là, il doit se rendre à la raison et éviter effectivement de n'avoir à essuyer les plâtres de l'aggravation de la situation une aggravation qu'il avait toujours niée jusqu'à une période récente. Jean-Claude Beaujour, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va passer à la rubrique consacrée à l'actualité de la France dans ce journal de Vue d'ailleurs.
Et nous sommes maintenant dans la rubrique consacrée à l'actualité de la France. Nous avons tous découvert ou redécouvert le télétravail pendant le confinement et le résultat en termes d'immobilier de bureau est juste catastrophique. Hein. C'est un véritable bouleversement puisque un bureau sur deux est inoccupé désormais. Alors, quel est l'avenir de nos bureaux? Quel est l'avenir du quartier de la Défense, de ces nouveaux quartiers d'affaires de l'Est parisien? Cet immobilier vaut-il encore quelque chose? C'est un article que vous pouvez retrouver dans le journal de Vue d'ailleurs, sur le site, extrêmement intéressant parce que quand on sait qu'en Ile-de-France, le montant d'un poste de travail, ça coûte de l'argent, hein, ça s'élève entre 5 000 et 15 000 euros l'année, il serait tentant d'en réduire effectivement 1 sur 2. La solution qui sera vraisemblablement la plus adoptée dans les entreprises, c'est celle du desk sharing, hein, on appelle ça également le flex office, pour réduire de 10 jusqu'à 50% de leur poste de travail et ainsi réduire leur coût d'immobilier. Mais qui pour occuper ces espaces laissés à l'abandon? La Défense compte tout de même 3 600 000 m² de bureaux aujourd'hui, et puis il y a des projets phares qui sont en construction comme les tours jumelles de l'Ermitage. Alors il y aura probablement des déçus et puis des changements. En tout cas, beaucoup de Français veulent désormais habiter proche de Paris et l'avenir de la Défense est en question. Le temps passe et la Défense évolue. Dans un instant, on passe maintenant au regard de Vue d'ailleurs sur l'Europe. Retour dans le journal de Vue d'ailleurs, nous sommes maintenant dans la rubrique consacrée à l'économie et au social et nous allons parler d'Europe puisque les enjeux économiques sont importants. Nous avons la chance d'être avec Philippe Simoneau en ligne. Philippe Simoneau, ancien professeur d'économie et du droit à l'université de Nanterre et de Versailles. Philippe Simoneau, bonjour. Bonjour. Alors les chefs d'État, gouvernement européen se sont finalement mis d'accord cette semaine sur un plan de relance pour aider les pays membres de l'Union européenne à affronter les conséquences économiques et sociales désastreuses de la pandémie. Et il semble que c'est une Europe fédérale qui voit le jour désormais. N'allons pas trop vite, hein. C'est un tout premier pas vers une Europe fédérale qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein. Jusqu'à maintenant, on était plutôt habitué à parler de l'Europe des nations. C'est ainsi que les pères fondateurs entendaient l'Europe. Mais là, avec ce fonds commun, ces emprunts communs de la Commission européenne qui devient un agent, elle-même un agent économique et financier sur la place financière et qui emprunte au nom de tous les États européens, des 27, pour pas l'Union européenne, on est en effet sur le seuil d'une Europe fédérale. Ça veut dire que le contribuable hollandais, par exemple, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, va devoir mettre la main à la poche pour financer les Italiens, les Espagnols, etc. Il faut comprendre la réticence des Hollandais. C'est pour ça que les négociations ont été très, très longues. Non seulement des Hollandais, mais ce qu'on appelle les pays frugaux, c'est-à-dire les Autrichiens et les deux autres. C'est que il n'y a pas de raison pour... Si on avait demandé à des Français de financer les Espagnols, les Italiens, on sait bien comment ils ont répondu. Donc il faut comprendre leur réticence. Mais le fait qu'il y a eu un accord franco-allemand, c'est très important. On a redécouvert le moteur franco-allemand et il a été irrésistible finalement. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe. J'aurais préféré, pour ma part, que ce couple franco-allemand soit utilisé autrement. Mais bon, il faut s'incliner devant le fait historique. J'aurais préféré qu'il soit utilisé pour réformer l'euro. Mais ce n'est pas le cas. Nous allons de nouveau utiliser la planche à billets, etc. Mais alors, vous dites que dans sa posture, la chancelière allemande Angela Merkel finalement assume le costume dans la droite continuité de l'économiste Friedrich List. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, Friedrich List, c'est un économiste allemand qui était protectionniste. C'est un économiste du 19e siècle
et pour cet économiste allemand, il considérait que la Hollande n'avait aucun droit à l'indépendance, que le débouché du Rhin devait appartenir à l'Allemagne, de même que le débouché du Rhône appartenait à la France. Il avait comme modèle d'ailleurs Napoléon Ier, l'empire de Napoléon, où il y avait au nord un département qui s'appelait les Bouches du Rhin, qui était en quelque sorte le jumeau nordique de nos Bouches du Rhône. Donc vous voyez, il y a un lourd passé dans cette affaire. Il y a l'impérialisme maintenant, et Angela Merkel, qu'elle le veuille ou non, dans son attitude vis-à-vis des Hollandais, reproduit, rappelle ce souvenir évidemment très désagréable pour les Hollandais, pour les Pays-Bas, pour les pays bataves, qui tiennent à leur indépendance depuis des siècles, on peut dire depuis le XVIIe, même le XVIe siècle. Donc vous voyez, les enjeux, il faut toujours rappeler l'histoire, les enjeux historiques sont très, très profonds, et on comprend les réticences hollandaises. Et alors j'ai rappelé cet économiste allemand pour montrer qu'on était sur une voie protectionniste, qui n'est pas pour moi une bonne chose. Très bien, je comprends bien. Eh bien, on peut vous lire sur ce site vuedailleurs.com. Merci Philippe Simoneau, professeur, d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ce plan de relance européen. Il y a des articles sur des sujets insolites sur le site de vuedailleurs.com. C'est le cas de celui-ci que je vous invite à lire. Qu'il était bien le temps des vacances en famille avec des amis. Eh bien non, ce temps est révolu, apprend-on dans cet article, après quelques mois passés de force les uns avec les autres pendant le confinement. L'heure est au voyage solitaire. Voyager seul est devenu tendance. C'est le site de réservation eDreams qui a recueilli les données auprès de ses clients qui nous le dit. 3/4 des sondés ne sont pas rebutés à l'idée de prendre leur valise et de partir seuls quelques jours. Une fois n'est pas coutume, 42% des voyageurs sont même prêts à privilégier un voyage en solo. Concernant les habitudes de voyage en solitaire, il ne s'agit généralement pas que de quelques jours, mais la moyenne du voyage monte à plus d'une semaine et généralement pour plus de 300 €. Cette même tendance se retrouve partout en Europe. Alors, c'est la fin de ce journal. Vous voyez que sur le site du journal vuedailleurs.com, il y a des rubriques variées et nous vous invitons à le parcourir. C'est la fin de ce journal. Alors, bon voyage à ceux qui partent. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.